Alors, c'est Gabriel Saint. Tu t'appelles Gabriel Saint, n'est-ce pas? Alors, tu t'appelles Gabriel Saint. Je m'appelle Gabriel Saint. Alors, Gabriel, sur une recommandation de Madame Annie Moniakakou de l'Agence africaine du développement de Paris, tu m'as sollicité pour venir faire ce reportage sur cet événement. Alors, comment s'appelle d'abord cet événement? Alors, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui sont mobilisées pour l'organisation de cet événement, notamment Madame Annie. L'événement auquel nous avons invité plusieurs pays, plusieurs personnalités des différents pays s'appelle le Forum universel du leadership féminin. Forum universel du leadership féminin. Ça veut dire quoi ça? Alors, le Forum universel du leadership féminin est une plateforme internationale qui regroupe les femmes leaders du monde, mais également les femmes qui aspirent au leadership. C'est un événement qui se déroulera chaque année dans différents pays du monde et qui verra la participation des différentes délégations. Nous verrons également la participation des femmes de divers domaines, des femmes dans le secteur de la défense, des femmes dans le secteur de la santé, les ingénieurs, les docteurs, bref, ce sera une panoplie de profils qui se mettront ensemble pour justement ensemble promouvoir ce leadership qu'elles incarnent ou qu'elles souhaitent incarner. Ok. En tout cas, merci pour tout le travail que tu fais, cette coordination qui n'est pas évidente. Depuis ces jours-ci, tu n'arrêtes pas d'appeler. En tout cas, bon courage et puis que la fête se passe bien pour nous, que cette rencontre soit fructueuse, que cette rencontre soit comme on le souhaite. Non, mais merci beaucoup, surtout merci à vous qui nous soutenez. Nous avons eu plusieurs soutiens de différentes personnes, tant physiques que morales. En termes de personnes morales, par exemple, je citerai le Parlement européen, qui est une institution européenne qui nous a soutenus, qui a cru en ce projet et qui nous a accompagnés de son mieux pour que ce projet ait lieu. Je pense notamment également à la Commission européenne qui est à nos côtés, mais également les différentes femmes elles-mêmes qui se sont portées volontaires à être actrices de cet événement de grande envergure. Occasion pour moi de saluer quelques délégations, notamment la délégation djiboutienne qui est arrivée hier. Aussi, je voudrais saluer la présidente du Sénat du Zimbabwe, saluer la présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, saluer également les autorités de la Slovénie, les autorités de la Norvège qui envoient un représentant pour ce forum. Nous avons notamment aussi des personnes qui nous viennent d'Amérique latine qui seront là. Bref, nous avons vraiment des différentes personnes qui viennent de partout. Et naturellement, je ne saurais terminer vraiment ce propos de remerciement sans toutefois remercier infiniment la première dame du Gabon, Madame Oligui. Alors je ne saurais terminer ces remerciements sans remercier Madame Zita Oligui Nguema, la première dame du Gabon, qui a mobilisé les femmes actives de son pays pour qu'elles viennent participer à ce forum. Et à cet effet, elle s'est fait représenter elle-même par la présidente du Sénat qui est ici à Strasbourg avec nous. Ok. En tout cas, encore une fois, bravo, bravo et merci pour tout ce travail. Merci voilà. Beaucoup. Merci. Au plat. Bonjour messieurs, dames, bienvenue, bienvenue. Merci, bonjour. Merci. Je suis sortie en 2008. Je suis appris en 2008. Vous avez dû connaître, je pense que nous avons quelques connaissances en commun. Contre vous, hein, je ne connais pas la maison. Bien sûr, bien sûr. Qui a été réélu au Parlement d'ailleurs.
bloqué en fait. Pardon. Mais sinon on peut faire le tour. La région avait été le premier acteur à soutenir le service civique européen à la base. Enchantée. Donc, je suis Gabrielle Rosner-Bloch, conseillère régionale déléguée à la culture, au patrimoine. Et je suis ravie de vous accueillir au nom du président Franck Leroy. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue à la région. On ne savait pas exactement combien vous alliez être. Voilà, mais écoutez, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, en tous les cas. Des PO. Je vous en prie. Parlement européen va le faire sans doute bien mieux que je ne le saurais. Et puis après, nous pourrons commencer à discuter et notamment évoquer à la fois les actions que vous menez chacun de votre côté, les potentielles coopérations ou points de convergence. Et voilà, je me joins bien sûr à votre accueil. Moi-même venant de Sarreguemines, donc du Grand Est, je pense pouvoir dire aussi que c'est un immense honneur pour notre région de pouvoir vous accueillir. Et nous avons eu l'occasion d'évoquer déjà des relations d'assez longue date. Donc l'amitié est là, il s'agit juste de continuer de la faire fructifier. D'accord. Bien, merci beaucoup, très cher Gabriel. Comme vos collègues l'ont pu voir, je m'appelle également Gabriel, donc ça fait un plaisir d'avoir deux Gabriel. Oui. J'ai l'immense honneur, Madame la conseillère, de conduire à la région Grand Est la délégation officielle de la République du Gabon, qui est conduite par Madame Paulette Sambo, qui est non seulement la présidente du Sénat de la République du Gabon, mais qui, en ce moment à Strasbourg, est la représentante officielle de la première dame du Gabon. Cette visite de travail est en marge du Forum universel du leadership féminin, dont les travaux débuteront cet après-midi au Parlement européen et qui s'achèveront demain. Sans plus tarder, je vais simplement passer la parole à Madame la Présidente pour son premier mot à l'endroit de la région. Madame la conseillère, comme vient de le dire le représentant du Parlement, nous sommes en mission pour représenter la première dame, Madame Zita Oulidouma, à ce forum dont le thème est très important pour la femme gabonaise, mais aussi pour la femme du monde. Et c'est heureux que pour la première fois, il y ait un forum mondial sur le leadership féminin, parce que l'Afrique, comme le Gabon, compte plus de 52% de femmes. Et cela veut dire que si on laisse ces femmes au bord de la route, on ne peut pas avoir un développement harmonieux. Et je sais que dans la plupart des pays, c'est un peu le... Dans le contexte actuel où il y a une résurgence des guerres, des changements climatiques, les femmes et les enfants sont les principales victimes. Et donc, ce forum devrait nous permettre de tisser des partenariats pour, si possible, créer des remparts contre ces fléaux et identifier ensemble les défis à relever. Et en ce qui nous concerne, tout à l'heure, je rappelais, et j'étais heureuse de savoir que monsieur est de Sarreguemines il y a très longtemps.
le ministère de l'Éducation nationale du Gabon avait un partenariat avec une petite PME de Saguenay pour la fabrication du matériel didactique. Le matériel Didactique. D'accord. Des règles, des équerres, enfin vraiment du matériel basique. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Et d'ailleurs, à la suite de cela, j'ai conçu un centre au Gabon. Donc, cela montre qu'il est possible de créer de mettre en route une coopération entre la région et entre les villes et certaines autres villes du Gabon. Et puis, voir ce qu'il est possible de faire. Je suis heureuse que ce soit une femme qui représente. C'est le temps de la femme, donc voilà. Nous sommes heureux de venir explorer avec vous non seulement les possibilités de poursuivre cette coopération ancienne entre le Gabon et la votre région, mais aussi, pourquoi pas, voir la possibilité le Sénat au Gabon représente les collectivités. Je représente ici la première dame qui a lancé des actions pour soutenir au plan social les personnes fragilisées, les femmes, les jeunes, les enfants. Et donc il est possible de voir, par exemple dans le cadre de la Fondation, ce qui peut être fait en ce sens, soit avec des organisations de même type, soit avec des collectivités. Et bien évidemment, au niveau de la femme, et créer des synergies entre les associations de la région Cap-Vert et éventuellement celle du Gabon, parce que le Gabon, la femme s'est bien réveillée depuis des années et elle a construit des associations, des fondations, donc des solidarités qui pourraient être élargies à la région de l'Ouest. Et je dois souligner la beauté de votre ville, parce que j'ai été frappée, parce que moi j'ai étudié dans le Nord, et quand je suis venue ici, j'ai étudié à Lille, c'était deux mondes différents. Donc la propreté, la rigueur. Là, vous parlez entre Lille et Strasbourg ou, oui. Je vous remercie. Voilà. Je vous remercie pour vos mots et puis pour votre présentation. J'ignorais qu'il y avait eu des relations anciennes entre le Gabon et l'Est de la France. Mais effectivement, en tant que représentant du président Leroy, président de la région, nous avons effectivement toute une politique de coopération internationale qui se fait notamment autour de, et en cela on se retrouve, de l'empowerment féminin, c'est-à-dire nous avons des actions pour favoriser en fait l'entrepreneuriat féminin, pour redonner confiance, pour donner confiance en elles aux femmes, notamment aux jeunes, en fait, aux jeunes filles, qui elles-mêmes se mettent des limites dans leur désir de se projeter à des postes de pouvoir. Enfin, évidemment, c'est quelque chose que vous connaissez certainement, ce qu'on appelle le plafond de verre, voilà, qui n'est pas qu'un concept, qui chez les femmes est très présent, et c'est dû à toute une culture très ancienne, patriarcale, et qui est, je crois, tout à fait partagée sur à peu près tous les continents, en fait. Voilà, donc nous avons des actions donc, en ce sens pour développer l'empowerment féminin. Alors, ça c'est au niveau de la coopération internationale, donc vous le savez, peut-être, nous avons des relations avec, nous faisons de la coopération avec le Togo, le Bénin, le Maroc, beaucoup, où nous soutenons des petites structures associatives qui favorisent aussi le travail des femmes, qui leur permettent, où nous faisons attention en fait que le produit de leur travail reste, leur soit profitable à elles, ou qu'il soit réinvesti dans leur propre outil de production, c'est-à-dire qu'elles soient autonomes en fait dans leur
dans leur, en fait, qu'elles soient autonomes et propriétaires quelque part de leur outil de travail. Voilà. Bon, c'est l'empowerment féminin et qui est nécessaire. Là, je vous rejoins tout à fait, vraiment de renforcer, même juste de faire prendre conscience aux femmes, parce que rien que ça, déjà, c'est pas facile, parce qu'on ne libère pas des personnes qui ne sont pas conscientes de leur chaîne. Donc, déjà, leur faire prendre conscience de leur potentialité, de leur capacité, de leur potentialité, de leur capacité et de la nécessité qu'elles soient encore une fois autonomes pour évidemment être par la suite indépendantes en fait. Mais après c'est pas que ça, après c'est une question de pouvoir. Et, voilà. Et en cela je suis ravie vraiment de vous accueillir. Alors au niveau de la France, je sais pas, politiquement, nous avons l'obligation en fait en politique d'avoir la parité homme-femme. Donc, par exemple, à la région, on est combien? On est 160 conseillers régionaux, vice-présidents, etc. Et c'est une stricte parité, moitié-moitié, hommes-femmes. Parfois, ça peut des fois aboutir à des situations un petit peu compliquées parce qu'il faut absolument une femme. Et en fait, maintenant, ça va beaucoup mieux parce qu'il y a plus de femmes qui s'engagent et tout. Mais au début, il n'y avait pas assez de femmes, en fait, qui voulaient s'engager en politique. C'est la situation que nous voilà, connaissons. que vous connaissez. Oui. J'ai oublié de vous présenter la délégation. Moi, je vois tout de suite Madame la ministre de l'Éducation nationale. Voilà, c'est ça, d'accord. Madame Moïse, qui est conseillère du président. Ok, enchantée. Ravie. Ensuite, après elle, la présidente active de la fondation Mabanière, d'accord. Dont la fondatrice est la première dame du Gabon. Voilà. Okay. Les autres, c'est l'équipe de communication. D'accord. Alors, ce que vous dites, oui, à propos de la parité, nous aussi, bien sûr, nous avons lutté pour arriver déjà à avoir 30%. Une loi a été votée, mais elle n'a jamais véritablement été appliquée. Et puis, depuis, les femmes réclament la parité. Au dernier dialogue national, elles ont poussé à 40%. Mais dans la pratique, il faut reconnaître, c'est vrai que on reproche le manque de volonté politique de la part des gouvernants, mais on reconnaît que du côté des femmes, elles ont aussi du mal à s'engager en politique. C'est vrai que c'est dur. C'est dur, il y a pas mal d'entraves à l'engagement de la femme en politique. Donc, oui, plusieurs associations se sont créées, s'engagent à faire de la sensibilisation, à accompagner les femmes. Par exemple, moi je suis chef de parti, j'ai été élue, mais la première, en politique par exemple, il faudrait arriver à ce que dans les partis politiques, cette parité soit encouragée. Parce qu'on avait par exemple une liste locale, on va aligner des femmes pour respecter la parité soi-disant, mais en réalité les femmes ont les positions en situation de non-éligibilité. Voilà, c'est ça. Parce que le parti évalue quand même les possibilités d'élection. Et donc nous avons dénoncé le fait que non, il ne faut pas que ce soit juste pour se donner bonne conscience. Il faut qu'elles soient en position d'éligibilité, mais en même temps nous reconnaissons que c'est à nous de sensibiliser les femmes, les conscientiser un peu plus pour qu'elles s'engagent. Et cela dans tous les domaines de la société, pour qu'elles soient présentes et que, d'autant qu'elles réclament l'amélioration de leur représentation dans les instances de décision. Et il faut qu'elles y soient pour qu'elles ne subissent pas les décisions qui sont prises. Mais c'est vrai qu'on reconnaît cette faiblesse et nous y travaillons parce que on a noté que plusieurs associations se créent, des plateformes se créent en ce sens. Mais il y a aussi une question d'application, parce que même les 30% à la loi a été votée, mais quand on regarde dans la pratique, c'est pas toujours appliqué. C'est pas suivi, c'est pas appliqué. Et dernièrement, ils ont réclamé un observatoire de la femme pour s'assurer que les textes qui sont pris sont appliqués. Et ça, c'est effectivement une entrave que nous essayons de lever à chaque fois. Et puis, il y a la formation. Nous avons la chance dans notre pays que l'école est obligatoire pour les filles et les garçons, mais on note quand même une forte déperdition des filles liées aux grossesses précoces, aux conditions de vie. Donc, ça aussi, c'est une entrave qui
qu'il faut lever. Et dans le commerce, effectivement, il y a de plus en plus de femmes dans les services, dans l'agriculture. Et elles ont réclamé la création d'une banque pour l'entrepreneuriat, ce que le pouvoir actuel vient de créer. Ils ont créé une banque pour l'entrepreneuriat. On attend la concrétisation et nous avons d'ailleurs réclamé qu'il y ait un guichet spécial femmes pour qu'elles puissent financer leurs petites activités. Très bien. Voilà. Bon, mais on ne l'a pas encore. Mais enfin, on le réclame. Est-ce qu'il y a une grande partie du Gabon qui est rurale, me semble-t-il? Oui, oui. Donc, elle est rurale. Et au niveau du Sénat, nous réclamons, parce qu'il y a une concentration des pouvoirs au niveau de la capitale. Une loi sur la décentralisation a été votée depuis 1996, mais elle n'a jamais été mise en place. Elle n'a jamais été mise en place? Oui. Et récemment, nous sommes revenus là-dessus pour exiger que le gouvernement prenne des décrets d'application qui vont définir le transfert de certaines compétences aux collectivités locales pour qu'elles puissent avoir un vrai budget de développement. Parce que jusqu'ici, le budget, c'était juste pour payer des salaires et pas grand-chose. Et avec une politique qui va... Voilà. Et puis, au niveau politique, ils ont pris dans la loi de finances une disposition qui crée un pourcentage à verser aux collectivités en fonction de la production locale, parce que le pays, le Gabon, pratiquement chaque département peut se prévaloir de produire quelque chose. Déjà, la forêt, il y en a partout. Ensuite, il y a le bois, il y a les minéraux, le manganèse, le fer, mais en général, les collectivités ne reçoivent pas le pourcentage de 20% qui leur est dû. Ah oui? Oui, et donc ça aussi, il faut qu'on arrive à... Ça ne rejaillit pas? Ça ne rejaillit pas, c'est-à-dire qu'on laisse ça au bon vouloir des entreprises qui vont dans tel coin, mettons Port-Gentil ou je sais pas, tel autre coin. Si l'entreprise citoyenne, il y a une entreprise citoyenne qui veut bien aider à construire, par exemple, des pompes hydrauliques ou soutenir au niveau de la santé, elle va le faire. Mais nous avons demandé que le gouvernement les oblige, et que ce soit une part qui est reversée aux collectivités locales et qu'elle devienne partie intégrante de leur budget. Et ça permettrait aux collectivités de se développer et surtout d'enrayer l'exode rural qui est devenu grave, parce que les jeunes s'agglutinent dans les grands centres urbains, ils ne trouvent pas forcément du travail, alors que s'il y avait une politique de retention, de création d'entreprises, des petites PME, de développement vraiment de la ruralité à tous les niveaux. Voilà. Et par exemple, au niveau de la formation également, est-ce qu'il y a de la formation dans c'est-à-dire les universités ou les écoles? Pas pour les toutes filles, j'imagine bien, mais la formation adulte, professionnelle, elle existe également dans les territoires ruraux? Alors, Madame la ministre de l'Éducation et de la Formation, je vais passer la parole. Merci, oui. Je suis en charge de l'éducation nationale et de la formation professionnelle également. Et de la formation civique, oui, l'État a investi énormément d'argent pour développer tout ce qui est centre de formation professionnelle. Donc, ce sont des centres multisectoriels. En regardant, aujourd'hui, nous avons organisé des assises pour avoir la cartographie des métiers au niveau du Gabon, parce que ce qu'on a voulu faire, c'est une juxtaposition avec les bassins pédagogiques et les bassins économiques. Donc, nous avons ouvert tous nos conseils d'administration et nos conseils d'établissement au secteur privé pour une meilleure adéquation formation-emploi. Donc, lorsque nous avons fait le diagnostic, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des secteurs qui sont porteurs. Ces secteurs qui sont porteurs-là nécessitent des formations très courtes, mais à avoir des ouvriers très qualifiés. Et nous avons des promotions, par exemple, qui sont 100% féminines. Tout ce qui est les métiers d'affûtage, par exemple, c'est une promotion 100% féminine. Pour les engins agricoles et tous les gros engins agricoles, nous avons plus de 50% de la promotion qui est composée de femmes. Ah oui. Donc, nous travaillons pour déconstruire tous les stéréotypes liés à des métiers qui étaient typiquement masculins pour ouvrir ces métiers aux femmes. Nous nous sommes également rendus compte, dans le cadre de l'enseignement général, que les femmes embrassaient moins les carrières scientifiques. Et c'est pour ça que nous avons créé Mi-Science,
pour permettre de valoriser celles qui brillent, qui excellent, mais aussi pour attirer les autres qui sont un peu hésitantes à pouvoir aller vers les filières scientifiques avec un accompagnement spécifique. La formation professionnelle aujourd'hui et l'enseignement technique et professionnel sont vraiment pour nous ce qui est pourvoyeur d'emploi. Vous savez, il y a toujours des stéréotypes entre les différents ordres d'enseignement. On a l'impression que les plus brillants font l'enseignement général et qu'ensuite les moins bons font l'enseignement technique et professionnel, alors que c'est faux. Quand vous allez vers l'enseignement technique et professionnel, vous avez les matières de l'enseignement général auxquelles on ajoute des matières qui sont techniques. Et vers la formation professionnelle, c'est de dire vous avez à la fin de 18 mois un métier entre les mains. Et comme la France, l'Europe de manière générale, le Gabon aussi, beaucoup de secteurs d'activité sont détenus par les communautés de nos frères amis. Donc on veut inverser la tendance pour faire en sorte que les Gabonais comprennent l'intérêt de se former et de combler le déficit sur la gabonisation de certains postes. Et avec la région Grand Est, je pense qu'il y a des partenariats peut-être à tisser dans le cadre de la formation professionnelle, dans le cadre de la valorisation des sciences également. Parce qu'on ne peut pas être ce que l'on n'a pas vu ou ce que l'on n'a pas entendu. Il faut avoir des femmes inspirantes africaines, comme Madame la Présidente du Sénat, vous savez, elle était ministre de l'Éducation nationale. Ils ont une référence chez nous et je suis bien contente d'être à ses côtés, d'apprendre aussi à ses côtés. Donc, il faut qu'on ait des rôles modèles européens et africains. Il faut qu'on bâtisse des ponts avec la région Grand Est. Je connais un peu Strasbourg, puisque j'ai été ici à l'ENA pendant 2 ans. D'accord. Voilà, donc ah bah oui, vous connaissez bien alors. Pendant 2 ans. Ah oui, d'accord, vous partie de la promotion. Voilà. Donc ce qui serait bien, c'est que aussi bien dans le cadre du développement des collectivités locales, en termes de jumelage, de parrainage, vous puissiez appuyer et travailler avec Madame la Présidente du Sénat, qui a un grand vivier de collectivités qui ont certainement des intérêts communs avec vous. Le développement de la décentralisation, justement, chez nous, est une nécessité. Mais vous voyez, par exemple, vous, la région s'occupe des lycées. Donc il y a des choses que nous pouvons faire ensemble. Dans le cadre de ma vie associative, et là je tends la perche à la Fondation Mabanir, je pense qu'on peut faire des partenariats via la Fondation, via le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Par exemple, vous avez une durée de vie très stricte d'un certain nombre de matériel dans les lycées. Oui. Voilà, au bout de 2 ans, 3 ans, ça change. Et quand vous changez en 2 ans, 3 ans, nous, ils ont encore une longue durée de vie chez nous. Donc, voilà, donc plutôt, nous, on est bien preneurs de pouvoir récupérer ce matériel-là. Donc, moi, je l'avais fait à l'époque dans le cadre du Rotaract. Et on a pu équiper de nombreux lycées, notamment pour les séries scientifiques, avec du matériel. Donc, je pense que nous avons des choses à voir. Même dans le matériel médical aussi, souvent, quand il y a des fermetures et autres, je pense que si vous bâtissez vraiment des partenariats dans ce sens, nous pouvons faire développer des axes de coopération. Dans le domaine de la formation également, parce que tout ce qui est ingénierie de la formation, on a vraiment des besoins. C'est cela intéressant, ce que vous faites avec Togo, vous pouvez le faire avec le Gabon aussi. Et donc, je me permets de réagir simplement, mais évidemment sous votre contrôle, mais dans tout ce que vous avez dit, et vous avez la possibilité de rebondir sur certains aspects, il est vrai que, outre l'ancienne ENA et actuelle INSP, bon, même si c'est une compétence étatique, la région Grand Est a la particularité d'être un peu un pôle d'excellence dans la formation supérieure. Je pense notamment sur tous les enjeux de décentralisation à l'Institut national d'études territoriales, anciennement, qui forme donc tous les cadres des communes, des régions, des départements, avec la fusion. Plein de possibilités de coopération et je vous en remercie, mais c'est vrai que bon, c'est très intéressant, je suis ravie vraiment de cet échange sur la formation et votre, enfin, il y a quelque chose de complémentaire en fait entre vos attentes et en fait entre vos attentes qui sont
en gros, qui sont aussi nos soucis en fait, hein, voilà, sur la formation, sur qu'il y ait une offre aussi suffisante, structurée, sur tout le territoire, bien répartie, etc. Alors évidemment, vous avez des problématiques de décentralisation qui chez nous maintenant sont bien établies, on va dire, même si tout n'est pas toujours voilà, et parfois remis en cause aussi, parce que les citoyens, les habitants ne sont pas toujours très contents de la manière dont les régions ont été découpées. Mais effectivement, il pourrait y avoir, on pourrait réfléchir à à des liens ou à faire voilà, à une coopération qui pourrait effectivement se concrétiser. Vous avez dit notamment, attendez, qu'est-ce que... bon, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est construire les filières de... La formation technique, ouais. Alors, oui, technique, agricole. Il y a autre chose aussi mais que vous connaissez certainement, Monsieur Sibyl, c'est en fait l'artisanat, qui est aussi très présent, en particulier en Alsace-Lorraine, et notamment dans le domaine du verre. Enfin bon, il n'y a pas que ça, il y a parce qu'il y a plusieurs, nous avons une spécificité en fait liée au verre, en fait, à l'artisanat du verre, au cristal. Il y a plusieurs cristalleries sur le territoire. Bon, voilà, c'est un des exemples, mais la filière artisanat est aussi quelque chose de très important et qui rejoint ce que vous disiez sur l'enseignement technique, sur l'importance, alors ce que nous faisons beaucoup, de valoriser les filières, en fait la transmission d'un savoir-faire. Ça aussi, c'est quelque chose où nous pourrions nous retrouver. Oui, alors nous avons fait une pierre spéciale, qu'on appelle la pierre de Bégou, et d'ailleurs au cadeau de... là nous présentons l'emblème de la fondation, ma bannière. Elle est faite sur la pierre de Bégou, qui est unique au Gabon. La pierre de Bégou. Oui, Bégou, c'est le village dans lequel on extrait cette pierre. On ne la trouve que là au Gabon. D'accord. J'ai connu la même chose au Zimbabwe, justement, parce que j'ai vu que la présidente du Zimbabwe, ça va là. J'avais été visiter, oui, un espace artisanal, parce qu'eux aussi, ils ont une pierre comme ça, qui n'existe que là-bas. D'accord. Et donc, chez nous, les artisans de la pierre de Bégou, vraiment, ils excellent dans la sculpture à partir de cette pierre, mais ils l'ont fait de façon rudimentaire. Et donc, ce serait le projet, c'est de pouvoir leur créer un espace où ils puissent être formés pour renforcer leur capacité. Et tout à l'heure, vous verrez le tableau que la présidente de la Fondation m'a chargé de vous remettre au président de région, et sur laquelle il y a la pierre du Bégou. Puis le raffia, c'est notre paille traditionnelle. Et là, vraiment, l'artisanat a besoin d'être soutenu, mais tout est à construire. Effectivement, Madame la Présidente, vous faites bien d'aborder ce point, parce que ma chère Gabrielle, elle est en charge de la culture et totalement, je pense que c'est un point sur lequel elle a beaucoup soutenu de par sa voix au Conseil régional, les initiatives qui sont portées ici à la région Grand Est, une maison à laquelle je n'appartiens pas, mais dont je suis les activités de l'extérieur. Aussi, je voulais profiter, aller dans la continuité de ce que Madame la Ministre a évoqué sur les transferts non seulement les transferts de compétences, mais également une collaboration beaucoup plus factuelle qui sortirait de ce qu'on a toujours connu par le passé, de beaucoup de discours mais peu d'actions. En termes d'action justement à la région Grand Est, à deux grands projets qui peuvent être aussi expérimentés au Gabon par exemple. Nous avons par exemple le projet Elle Ose en Grand Est, qui est un projet qui accompagne les jeunes femmes à pouvoir justement affirmer plus tard, ou même à inspirer au leadership. Nous avons également ici à la région Grand Est le projet Elle plus Grand Est égale science,
Voilà. Vous êtes bien renseigné. Alors, lorsque je parlais, je vous interromps, hein, mais lorsque je parlais effectivement de programme d'empowerment et de coopération, je pensais à ESOS en Grand Est. Et en fait, ESOS en Grand Est, effectivement, qui se fait avec le Québec. Et c'est tout un dispositif qui fonctionne très bien, avec des promotions de jeunes femmes de moins de 30 ans en fait, et françaises, et qu'on emmène en fait, qui sont dans tout un dispositif de formation en fait sur un an, et ça se passe avec le Québec. Donc, bon, ça me parle de pouvoir peut-être développer ailleurs qu'au Québec. Exactement, voilà. Justement, c'est que l'idée, Madame la conseillère régionale, c'est aussi d'avoir cette possibilité de développer, surtout dans un pays qui se construit. Vous savez que c'est plus facile quand on arrive dans un pays où presque tout est déjà presque fait. Nous sommes là dans un pays où ça se construit, et nous pensons que cette construction, c'est la région Grand Est, mais sa marque de fabrique qui est internationalement reconnue. Je parle en connaissance de cause, ça pourrait être un plus, non seulement dans la coopération région Grand Est et la République du Gabon, mais surtout aussi dans l'amélioration de l'image de la France et le Gabon, image de la France dont on connaît un peu les petits soubresauts en ce moment sur le continent africain, mais nous restons toujours optimistes sur le fait que la France et l'Afrique ont une histoire légendaire, que la France et l'Afrique sont des voisins ont une histoire géographique assez intense, et qu'il faut plutôt continuer à la développer sur un autre angle. Et cet angle-là, ce sont les actions factuelles, c'est des projets comme ESOS en Grand Est, qui peuvent être reproduits de par la formation ou par les actions concrètes, ou même encore des projets tels que L plus grand S égale science. Voilà. C'est un peu ce point que je voulais ajouter à la suite de Madame la ministre, et peut-être permettre à Madame la présidente de la fondation, peut-être comme c'est des actions aussi de la société civile, je ne sais pas. Oui. Merci Madame la présidente, merci Madame la ministre, merci monsieur. Alors, effectivement, nous en tant que société civile, la Première Dame a un projet actuellement qui est d'ailleurs le projet principal de la Fondation La Bannière, qui est celui de mettre en place un centre d'accueil pour les jeunes. Et dans ce centre d'accueil, on accueillera aussi tous les jeunes qui ont des problèmes avec les substances illicites, donc les drogues, une sorte de centre de désintox. Et ce sera une première aussi au Gabon, parce qu'il n'y en a pas de centre de désintox à proprement parler, et ça participera effectivement à faire en sorte que ces jeunes-là, qui pour la plupart n'ont pas de moyens véritables, n'ont pas d'aide pour s'en sortir, même quand ils ont la volonté. Nous savons tous que, étant accro à une substance, la volonté seule ne suffit pas pour pouvoir s'en défaire. Donc ce sera vraiment une opportunité pour ces jeunes-là qui sont dans cette situation de détresse de pouvoir s'en sortir. Donc c'est un centre d'accueil qui va abriter non seulement le côté désintox pour les jeunes, et les jeunes aussi en décrochage scolaire, en situation de détresse. Et il y aura là aussi un temps de formation, parce que après les avoir accueillis, il faut qu'on pense à comment les insérer ou les réinsérer pour ceux qui sortiront peut-être de prison ou qui sortiront d'une désintoxication due au drogue. Donc ça serait un centre d'accueil pour les jeunes drogués, quoi, en fait? Non, pas que pour les jeunes drogués, même ceux qui sont en situation de détresse, mais qui ne sont pas forcément accro aux substances illicites. Ok, et ça serait dans... c'est comment dire, un projet du ministère de la Santé ou Non, non, alors c'est on va dire en partenariat avec le ministère de la Santé. D'accord. Mais c'est un projet de la Fondation. Ah, de la Fondation, excusez-moi. Voilà. D'accord, ok, d'accord. D'accord. En fait, peut-être pour renforcer ce que disait Madame la Présidente de la Fondation, c'est un centre d'accueil qui se veut inclusif.
Voilà, donc vous avez des enfants qui sont en situation de vulnérabilité, parce qu'une situation chaotique au niveau familial qui empêche l'enfant de poursuivre correctement ses études. Là, le centre peut être une zone d'accueil tampon pour sécuriser cet enfant-là. Mais pendant qu'il est là, qu'est-ce qu'on fait de lui? Vous avez également des enfants qui sont en décrochage scolaire. Parce que dernièrement, nous avons proclamé l'entrée en 6e, on se rend compte que dans des zones rurales, il y a des enfants qui se scolarisent soit tard ou qui sont en situation d'échec. Non pas qu'ils ne sont pas brillants, mais que les études de l'enseignement général ne leur correspondent pas. Et ces enfants-là ont besoin d'un autre accompagnement, de les orienter plutôt vers la formation professionnelle. Je vais vous prendre un cas d'un petit enfant qui s'appelle Elliot. Il est en C1 et Elliot est en situation d'échec. Je le connais bien, il est dans mon village. Cet enfant, par contre, quand on a des travaux dans le village, Elliot est le premier à arriver sur le chantier. Elliot est le premier à détecter des petits défauts sur le chantier. Elliot est le premier à faire le rapport de qui est venu travailler, qui n'est pas venu travailler. Vous voyez qu'Elliot, même si vous voulez l'envoyer à l'école primaire, il ne peut pas être brillant pour des études classiques. Elliot a besoin d'être un apprenti. Et c'est ça son rêve. Et la Fondation Ma Bannière permet de repérer tous ces enfants-là qui sont soit en situation d'échec, soit en situation de vulnérabilité, pour leur donner une seconde chance, en travaillant en partenariat avec le ministère de la Santé, pour les questions justement de dépendance, en travaillant avec le ministère en charge de la formation professionnelle, pour qu'on puisse mettre en place des filières très très courtes, 3 mois, 6 mois, 1 an, pour donner, en fait, c'est une école de la seconde chance pour ces jeunes. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et il faut dire que la formation l'a déjà fait avec les détenus. Voilà. Oui. Les détenus. Des personnes effectivement qui sortent du milieu carcéral. Voilà, pour préparer leur réintégration dans la vie active. Donc la formation les a suivis depuis la prison et ensuite les conscientiser et avec la promesse qu'après avoir apuré leur oui, ils puissent retrouver la vie active, mais avec l'accompagnement de la fondation. Et il y a un dispositif particulier pour leur permettre de passer les examens. Il y en a qui passent le certificat d'études primaires depuis la prison, il y en a qui passent leur brevet et il y en a qui passent le baccalauréat. Et on a d'excellents résultats de 80 à 100% de réussite. D'accord. Donc la Fondation, vous travaillez systématiquement avec les instances gouvernementales. Alors, donc dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, essentiellement en fait. Avec une perspective, je pense, avec une perspective d'internationaliser cette relation, voilà, cette coopération. Et je pense que pour avoir déjà travaillé sur certains projets de la région Grand Est, ça peut être aussi très intéressant pour la région Grand Est d'avoir des perspectives de partenariat peut-être assez progressif, ou même assez intensif, avec la Fondation Ma Bannière. Je parle en connaissance de cause des capacités de la région Grand Est. J'ai oublié de vous dire, j'habite à Strasbourg. Ah bon? Vous êtes peut-être consul honoraire au Gabon? Je vous prie pas dit. Je vous prie de passer la doléance à la présidente du Sénat pour une possible nomination. Mais non, c'est surtout que nous aimons notre région. D'une part, nous qui avons fait nos études ici, j'étais à Sciences Po Strasbourg. D'accord. Nous aimons notre région, elle nous a beaucoup apporté et nous pensons que ce qu'elle nous a apporté, nous ne pouvons pas le lui rendre. Il fallait le dire tout de suite, hein, que vous étiez d'ici et que vous avez fait vos études à Strasbourg, hein, en plus de Sciences Po. D'accord. Donc, ok, il y a aussi un peu cette idée de. Oui. D'accord. Et il y a un autre volet peut-être sur le plan culturel qu'on peut aussi faire en lien avec la Fondation. Oui. Cette année scolaire, nous avons vraiment redynamisé les activités socio-éducatives. Et la première dame a été la marraine de nos activités socio-éducatives. Donc il y a eu un pont qui a concerné le plan sportif, qui a amené après au jeu de l'OCSU, qui permet à tous les champions provinciaux de se retrouver au niveau national et d'avoir des champions au niveau national. Mais il y a eu une innovation cette année, c'est la catégorie artistique et culturelle, où on a valorisé tous les talents des enfants
sur le plan artistique et culturel. La valorisation de nos danses traditionnelles, tout ce qui est tradit moderne, le chant, la danse, se réapproprier notre hymne national, l'éveil patriotique. Et, la région Grand Est, notamment en Alsace, on connaît la force et l'attachement culturel alsacienne, et je pense que avec la tradition, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, peut-être l'année prochaine pour la 2e édition, voir la région Grand Est être invitée dans le cadre de ce qu'on a appelé le Festiscoup. Parce qu'une fois qu'on a déniché les talents sur le plan provincial, ils se sont tous retrouvés à la capitale pour faire un super concert géant par les enfants, pour les enfants, avec la valorisation de notre art et de notre culture. Et c'est la première dame qui chapeaute tout ça, donc on peut très bien voir comment est-ce que les jeunes Alsaciens protègent et valorisent leur culture, et voilà, et rencontrer des jeunes Gabonais, parce que finalement, qu'on soit d'Alsace ou de l'Astroville ou de Libreville ou de Gabon, mais ensemble on a cet amour pour la culture et la tradition qu'on peut valoriser. Ouais, mais je voudrais rappeler qu'il y a un médecin alsacien, Dr Schweitzer, oui, qui s'est installé au Gabon et bien sûr. Pour nous fait partie de... Mais bien sûr, vous avez raison de le rappeler, je vous en remercie. Je vous remercie. D'ailleurs, je m'excuse de ne pas en avoir parlé tout de suite. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Parce qu'en l'occurrence, Albert Schweitzer donc, était d'origine d'Alsace, du Haut-Rhin, et son souvenir est encore très très présent, il est célébré. Voilà. Oui, il est vraiment célébré. Il s'est intégré vraiment, donc c'est ça qui reste. Et toute son œuvre, c'est oui, toute son œuvre. C'est non mais écoutez, là vous venez d'ouvrir une porte. Voilà, parce que bon, écoutez, on va voir. C'est tout à fait intéressant. Pour rebondir peut-être sur certains aspects que vous avez évoqués, notamment l'action de la Fondation et cette envie aussi, si je comprends bien, d'être dans un accompagnement plus long des jeunes pour trouver leur voie. Alors encore une fois, c'est un dispositif étatique, mais qui est quand même très investi aussi par la région Grand Est, et qui est devenu un peu une excellence à la française. Il y a ce qu'on appelle le service civique national, qui d'ailleurs a déjà pu être exporté au Sénégal, au Cameroun. Au Cameroun, je pense, de manière plus embryonnaire pour le tester, au Sénégal de manière plus vaste. Et donc en fait, c'est des jeunes gens financés par l'État, encadrés aussi par des structures, des associations, des administrations. La région Grand Est elle-même accueille en propre des jeunes en service civique qui vont contribuer à leur mission quotidienne. Et c'est un dispositif qui présente des preuves très solides en termes d'insertion dans l'emploi, de reprise en confiance, développement effectivement du sentiment patriotique et d'appartenance. Là où je dois être transparent, moi-même étant le fondateur du service civique européen qui a ensuite été soutenu par le président de la République, on a une action qui a démarré d'ailleurs avec le soutien de la région Grand Est, de dissémination aux États qui le souhaiteraient de ce dispositif, alors centré sur l'Europe actuellement, mais je pense que si c'est un instrument qui intéresse les autorités gabonaises, ou alors puisse être testé, il répondrait à un certain nombre des attentes que vous avez mentionnées. Et le deuxième point, c'est au niveau de l'Union européenne, il y a des efforts très substantiels qui sont faits dans les programmes de développement, qui sont toujours aussi à cheval avec l'idée de coopération. Sur la question de l'entrepreneuriat féminin, mais aussi du développement culturel, de la valorisation de l'artisanat et ainsi de suite, moi spontanément deux choses me viennent à l'esprit. La première, on a déjà parlé de cette excellence agricole propre à notre région. C'est notamment une région qui a énormément de petites industries qui sont en fait de la valorisation de la production agricole primaire. Alors, le plus connu, c'est le vin, mais il y a aussi tout ce qui est jus de fruits et ces produits transformés, si je ne m'abuse. C'est souvent un rôle qui est rempli par les femmes dans la ruralité d'Afrique centrale et qui présente beaucoup de potentiel économique. Parce que ça permet de garder la production agricole primaire sans la perdre.
Et puis ça crée aussi un petit artisanat, un tissu économique. Et la troisième chose, sur le côté artisanat et effectivement culture, l'Alsace, parmi le Grand Est, a aussi cet écomusée, il me semble, qui est du coup correspond un peu à ce que vous présentiez, parce que c'est à la fois un endroit où on valorise les savoirs traditionnels, les productions traditionnelles. Meisenthal pour le verre que vous évoquez, c'est ça aussi. C'est des sites qui sont à la fois des sites de culture, de production, malgré tout, et d'apprentissage, pour éviter que ces savoir-faire traditionnels ne se perdent. Et là, je pense qu'on répond à un certain nombre de sujets que vous avez dit. Je voudrais juste peut-être, parce que le temps tourne, mais peut-être rebondir, vous avez parlé à un moment donné de gabonisation. Alors, je pense que c'est au sujet de la formation en fait. Oui, parce qu'il y a des secteurs où on retrouve 2-3% simplement de Gabonais. Vous prenez par exemple quelque chose de très simple, le vulcanisateur qui s'occupe des roues, le vulcanisateur qui s'occupe des roues des voitures. On paye une roue, etc. Et c'est pas encore comme dans les stations-service ici où vous venez vous-même vous faites. C'est pas automatisé, c'est vraiment quelqu'un qui est installé pour son petit local et qui s'en occupe. Vous avez le boutiquier, comme ici sans sortir les clients, on dit l'épicerie. Non, l'épicerie. Oui, avant on disait je vais chez l'arabe par exemple, sans être le plombier, etc. Tous ces métiers-là, on retrouve très peu, même le taxi, oui, on retrouve très peu de Gabonais. Donc on veut c'est quelle nationalité alors? Il y a de tout. Non, mais c'est d'autres Africains. C'est d'autres Africains. Ah oui, mais parce que Gabon est un peu une terre d'immigration. C'est une terre d'immigration. Voilà, c'est une terre d'immigration. C'est la rançon. Oui, le Gabon a plutôt. Oui, c'est un pays stable, etc. Oui, pays stable, mais aussi valoriser l'administration. Donc, l'ascension sociale est perçue comme étant fonctionnaire. D'accord. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il faut prouver qu'un plombier peut gagner très bien sa vie, qu'un chef d'entreprise peut gagner sa vie, et très bien. Et ça, il faut arriver à vraiment infléchir la courbe au niveau de la formation et quand les entreprises, par exemple, ont besoin d'ouvriers spécialisés, ben, on n'en trouve pas toujours. Donc, les centres de formation professionnelle sont amenés à regarder, à coller à l'attente des sociétés. Hein, oui, c'est ça. Oui, bien sûr, pour être en adéquation avec l'offre et la demande. Voilà, c'est ça. Et de dire aux jeunes que le modèle de réussite n'est pas seulement celui d'être fonctionnaire. On en a besoin, mais la fonction publique ne peut pas absorber. Parce que c'est un peu le rêve. Voilà, il faut amener les jeunes à s'autonomiser, à faire du business, à ouvrir des PME, à les accompagner. C'est pour ça d'ailleurs que le président lance la banque de l'entrepreneuriat pour faciliter l'accès au financement de ces jeunes-là et de ces femmes-là. Et c'est de leur dire, si vous voulez avoir un métier, il y a des secteurs qui sont très productifs. Donc, tous ces métiers qui sont considérés chez nous comme des petits métiers sont des métiers qui sont très lucratifs. Donc, il faudrait qu'on vous forme et qu'on vous permette de vous mettre à votre propre compte. C'est vraiment ça, c'est cet accompagnement-là. Et il faut dire qu'il y a plus de femmes qui s'intéressent à ces métiers-là, à l'entrepreneuriat. Par exemple, au plan agricole, le principal le produit agricole est produit par les femmes au Gabon. Donc, mais elles manquent de financement pour pouvoir véritablement créer une entreprise. Et l'accompagnement même, parce que vous savez, quand on fait certaines formations, on se rend compte que parfois elles ont même elles-mêmes du mal à évaluer le prix. Quand vous discutez avec une femme, elle est allée au champ, elle a pris ses produits agricoles, elle a mis une table devant chez elle, et puis elle dit bon, je vais vendre. Mais vous lui dites, mais le temps que tu es parti de chez toi pour aller au champ, peut-être que tu as dû prendre un taxi pour te rendre, tu as donc dépensé de l'argent. Le temps que tu as mis pour faire ressortir tout ça, porter, ramener, nettoyer, laver, tu as encore peut-être eu du temps. Donc, il faut même parfois mieux les apprendre à évaluer le coût réel de leurs produits qu'elles doivent vendre. Ensuite, par exemple, on parlait de l'artisanat, la valorisation des produits. Vous savez, parfois même le fisc, le packaging, la présentation de produits. Tout ça, c'est quelque chose où elles ont besoin d'être accompagnées. Sur les questions de comptabilité,
Ne pas confondre simplement chiffre d'affaires et bénéfices. Tout ça, elles ont besoin d'être... Voilà, l'économie familiale. Elles ont besoin d'être accompagnées. Là, ça revient en fait à la question de la formation professionnelle et pour toutes et tous. Et de l'accompagnement en fait tout au long de la petite enfance et ensuite, tout au long de la scolarité. Tout au long de la scolarité. Et quelle est la situation en termes d'apprentissage au Gabon? Est-ce que c'est un dispositif que vous avez déjà déployé? Parce que je sais qu'il est en essor en France. C'est ça. Aujourd'hui, je sur les derniers résultats sur le certificat d'études primaires, on s'est rendu compte, on avait fermé à l'époque ce qu'on appelle les CET, les collèges d'enseignement technique. Et on s'est rendu compte qu'il faut revenir à ça, comme je vous parlais, le cas du petit Elliot, où depuis l'école primaire, il y a des enfants qui développent déjà certaines aptitudes. Et ces enfants-là, ils n'ont pas besoin d'aller dans une 6e générale. Il faut plutôt les orienter vers des collèges d'enseignement technique. Et là, nous sommes en train de travailler, nous sommes encore dans l'écriture du projet, pour les CFA, donc les centres de formation pour apprentis. Et c'est vraiment des sujets qui nous tiennent à cœur parce qu'il faut inverser la tendance. Beaucoup d'enfants vont vers l'enseignement général. On a aussi des taux d'échec que nous enregistrons là-bas ou des décrochages parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent faire. Madame le Président du Sénat disait tout à l'heure, les stéréotypes. On se dit ça, je ne peux pas faire ça, mais qu'est-ce que mon enfant va faire pour devenir plombier? Mais ce n'est pas possible. Alors que vous et moi ici, nous savons que pour avoir un bon plombier ici en France, il faut parfois bien les chercher et s'assurer de leur disponibilité. Parce que donc le problème, c'est de changer les mentalités, en fait, pour faire évoluer les gens. Pour faire évoluer les gens, mais il faut tout de suite avoir des solutions de formation, d'équipement, pour que les gens se disent, oui, bon, on m'a dit qu'il faut que je change, mais je vais où? Comment est-ce qu'on oriente? Et c'est pour ça que l'État... Cette offre de formation, elle a évolué, comment dire, elle colle de plus en plus à la demande, aux attentes des entreprises. C'est ça. Donc nous devons l'améliorer simplement. Madame la Présidente du Sénat, justement, c'est pour ça que depuis le mois dernier, la Fondation a justement, nous avons enregistré au niveau de la Fondation, nous avons 200 jeunes qui sont donc, enfin on avait un peu plus de 200 jeunes qui sont arrivés et la première dame a justement organisé avec des conseillers d'orientation des psychologues. On a reçu à peu près 500 jeunes et la première dame a pris donc l'engagement de, via la Fondation, de former justement 200 personnes. Donc on a 200 jeunes qui ont été sélectionnés des 500 personnes qui vont donc être la première cuvée de la Fondation, parce qu'ils vont aller justement en formation en fonction naturellement de ce que les psychologues ou les conseillers d'orientation ont détecté en fonction des discussions qu'ils ont eues, etc. Parce que la plupart, c'est des jeunes qui sont en situation de décrochage, comme disait Madame la Ministre, ou alors qui ont peut-être parfois eu un petit cursus ils ont quand même fait une formation qui aujourd'hui n'est peut-être pas adaptée, ils sont restés beaucoup trop longtemps à la maison, voilà, c'est vraiment de démarrer les choses. Et donc là, on va avoir 200 jeunes, finalement, on a là la liste définitive déjà au niveau de la Fondation, les 200 jeunes qui vont partir en formation, tous secteurs confondus, donc on va avoir dedans, vraiment il y a tout. Il y a entre ceux qui veulent faire, les femmes qui veulent aller dans le domaine de l'esthétique, entre celles qui veulent faire justement conductrice d'engin, entre celles, voilà, des formations. Écoute, on a de tout, on a vraiment celles qui veulent faire gouvernante, on a là vraiment un bon panel justement sectorisé de plusieurs métiers. Et ces 200 personnes-là, au plus tard, au mois de septembre, ils vont démarrer la formation. Leur formation. En partenariat avec le ministère de la formation professionnelle. Oui, oui, naturellement, en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle et des partenaires aussi, des partenaires économiques justement qui accompagnent la Fondation dans le projet pour permettre justement à ces jeunes qui étaient en décrochage scolaire. Bienvenue ici. Alors, d'accord, donc on va chanter la première chanson pour vous donner la bienvenue, pour vous dire vous êtes la bienvenue ici. Voilà. لا ننسى وانتي لا تنساي لا ننسى وانتي لا تنساي لا ننسى وانتم لا تنساو لا ننسى وانتم لا تنساو هذو الايام الجميله هذو الايام الجميله لا ننسى وانتم لا تنساو هذو الايام الجميله هذو الايام الجميله
غزالي وعلاش يا غزالي مشيتي في حالك كيفاش النوم يا حلالي علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيتي في حالك كيفاش النوم يا حلالي علاش يا غالي خليتني هايم علاش يا غالي خليتني هايم هايم في جروحي حبك يا ظالم ظالم وحاكم حبك يا ظالم ظالم وحاكم ساكن في ضلوعي وعدتني كل علاج مشيتي وخبيتني كل علاج مني وعدتني كل علاج مشيتي وخبيتني كل علاج كل علاج النوم محلاش وكل علاج النوم محلاش وعلاش يا غزالي Excusez-nous, quelques minutes. Qui est président du Sénat en Côte d'Ivoire. Et son Excellence Madame Bakibé Kizi, qui est donc consul général de la République de Kazakhstan à Strasbourg. Et l'honorable Mabel de Maurice Chinomona, président du Sénat au Zimbabwe. Porter la voix. Nous sommes aujourd'hui dans cette enceinte, dans cette démocratie européenne, grâce à une personne qui a osé accompagner et promouvoir le leadership féminin. Donc pour le mot d'ouverture, j'accueille Gabrielle San, s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs, Mesdames les présidentes des Sénats de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Zimbabwe, Madame la vice-présidente de la région Grand Est, Madame la représentante du maire de Strasbourg, Madame la consul générale du Kazakhstan à Strasbourg, délégation officielle de représentation diplomatique en France, c'est avec un immense honneur et un réel plaisir que j'ai l'honneur aujourd'hui de vous accueillir à Strasbourg au Parlement européen pour cette session inaugurale du Forum universel du leadership féminin. Le leadership féminin aujourd'hui n'est pas et n'est plus juste des effets de mots. C'est un concept que tout être humain devrait s'appliquer. C'est des politiques qui doivent être implémentées dans tous les pays. C'est une réalité qui doit se construire dès le bas âge vers un âge mature. Vos Excellences, distinguées délégations, au moment où nous avions pensé à créer le Forum universel du leadership féminin, nous avons voulu impulser un besoin d'enrichir
les désirs féminins de prendre des responsabilités pour le monde qui se construit. Ce monde qui, de par l'histoire, a toujours démontré que les femmes ont toujours été du côté de la paix. Les femmes ont toujours été du côté du développement. Mais en l'inverse, les femmes ont toujours été mises du côté de la souffrance. Les femmes ont toujours été mises du côté de l'inégalité. Cependant, nous ne sommes pas restés, nous n'avons pas découragé et nous avons continué dans cette perspective de donner une place extraordinaire aux femmes. Excellences, Mesdames et Messieurs, en créant ce forum, l'idée pour nous, et particulièrement pour moi, n'est pas de venir faire des discours. L'idée pour moi, c'est de venir avec un projet concret sur la table. Parce que, lorsqu'on regarde dans la moyenne des entrepreneurs dans le monde, on a beaucoup plus de femmes qui sont engagées vers des actions concrètes et des hommes qui sont plus engagés vers des actions de parole. Et c'est dans ce sens-là que le système européen de coopération, dont j'ai la chance et la charge de présider, a pensé à mettre en place une plateforme internationale. Cette plateforme internationale visera à regrouper toutes les femmes du monde dans un hub qui leur permettrait une facilitation de mise en relation. Tout au long de ces travaux, nous vous parlerons de cette plateforme. Mais en quelques lignes, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici de la plateforme innovante qui s'appelle WeConnect. WeConnect, appelé Women Universal Connecting. C'est une plateforme qui, avec votre concours, je dis bien avec votre concours, permettra à ce que toutes les femmes du monde, à l'horizon 2030, puissent être connectées. Si, en 10 ans, des plateformes comme Facebook, TikTok, Instagram ont réussi à interconnecter les gens, il est fort probable, il est possible qu'une plateforme qui aide toutes les femmes du monde à se connecter. Cette connexion, elle est essentielle parce que les enjeux de demain sont assez cruciaux. Et je vais me permettre de vous les rappeler. Les enjeux de 2030, c'est l'employabilité, c'est l'égalité des sexes et des genres, c'est le développement, c'est l'éducation et la formation. WeConnect sera cette plateforme qui permettra à ce que une femme qui recherche un travail dans un pays, dont le pays n'a pas les capacités de lui donner ce boulot, sachant que son niveau est très élevé, qu'elle puisse tout simplement par une simple connexion toucher une femme dans le pays où se trouve la compétence dans laquelle elle peut exercer. Cette plateforme permettra également aux décideurs, aux entrepreneurs, de pouvoir offrir leurs services en termes de formation pour les femmes et également en termes de services. Vous l'avez bien compris, ce forum n'est pas seulement une plateforme où les femmes décideurs, les femmes inspirantes, les femmes leaders se réuniront pour parler, mais ce sera une plateforme où toutes les femmes décideurs, leaders pourront s'asseoir, faire l'inventaire de ce qui est réellement fait et poser les bases des perspectives de ce qui doit être fait avec une échéance bien précise. Excellences, Mesdames les Présidentes du Sénat, Madame la Vice-Présidente de la région Grand Est, Madame la représentante du maire de Strasbourg, Madame la Consul Générale, au moment où je termine mon propos, je voudrais vous réitérer une fois de plus tout l'honneur qui est pour nous, tous les remerciements qui sont pour nous,
vous avez fait depuis vos pays respectifs, de ce qui est des présidents du Sénat, mais aussi pour tout le temps que vous avez bien voulu consacrer à ce forum inaugural, parce qu'après, nous savons que vous avez des lourdes responsabilités, vous avez des charges que vous devez mener pour le bien de votre pays. C'est donc au regard de cela que le système européen de coopération, représenté par ma modeste personne, vous fait aujourd'hui le serment de respecter les engagements que nous sommes en train de prendre devant vous. Que le projet WeConnect est un projet qui aboutira avant la seconde édition du Forum universel du leadership féminin. Nous serons donc honorés, mesdames les présidentes des Sénats, nous serons honorés d'avoir votre soutien. Car c'est les femmes leaders qui créent des femmes inspirantes. Et c'est les femmes inspirantes qui deviennent des femmes leaders. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des femmes leaders et inspirantes. Nous souhaitons que la plateforme WeConnect soit l'un des héritages que vous aurez laissé pour les futures générations qui aspirent à être au même niveau que vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gabriel. Une plateforme, donc vous avez bien compris, une plateforme qui va aider les femmes à se connecter, à créer des liens. Maintenant, on va se connecter au discours d'ouverture. Et pour le premier discours, j'appelle Mme Christelle Teuder, qui est représentante de la mairie de Strasbourg, adjointe de la maire en charge de la mise en œuvre de la politique municipale en faveur des droits des femmes et de l'égalité des genres. Elle est professeure de lettres classiques au collège, diplômée d'études de genre et militante pour les droits des femmes et dévoreuse de culture aussi. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse et très honorée d'être aujourd'hui parmi vous. Je suis élue conseil municipal de Strasbourg, adjointe en charge des droits des femmes auprès de la maire Jeanne Marcillion depuis 2020. C'est donc la 4e année du mandat. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes ici qui découvrent Strasbourg pour la première fois. Et je souhaite évidemment que vous passiez ici un merveilleux séjour dans notre très belle ville et que ce séjour vous donnera évidemment envie de revenir. Donc quelques mots sur la thématique de cette journée. Alors déjà je suis très honorée de représenter la maire de Strasbourg qui incarne pour moi le leadership féminin, cela va de soi. Il est très intéressant de réaliser que dans notre langue française il n'y a pas de traduction précise et exacte du mot leadership. Et que ça signifie aussi qu'il y a une forme d'impensé dans notre culture de ce qu'est le leadership. En tout cas, pour moi, le leadership féminin, il va renverser un petit peu la table d'un pouvoir qui a longtemps été pensé par et pour les hommes, et dont ce sont des valeurs virilistes qui modèlent ce qu'est le pouvoir politique aujourd'hui dans le monde. Ces valeurs virilistes, ce sont celles de la conquête, de la prédation, de la rivalité, et on pense à la prédation sur les différentes formes de richesse, notamment les richesses naturelles, la prédation du pouvoir, la domination de l'autre, souvent par le conflit armé. Donc ces valeurs virilistes liées au pouvoir, on voit à quel point elles ont fait des dégâts dans notre monde, et s'il est question de viser cet objectif de développement durable, vous savez, c'est ce qui distingue des ODD, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est peut-être aussi pour apporter une autre façon de gouverner cette planète en balayant ces valeurs virilistes attachées au pouvoir
voir aujourd'hui dans le monde pour les remplacer par d'autres valeurs, celle du dialogue, celle de l'écoute, celle aussi qui consiste à savoir prendre soin des autres, savoir prendre soin de la planète, et en créant du lien, on arrive certainement à assurer une société plus durable. Et c'est bien sûr ce que nous cherchons à atteindre avec les objectifs de développement durable, c'est bien sûr d'arriver à une société qui est celle de la paix et donc une société qui va réussir à relever les grands défis de notre siècle. J'aimerais aussi ajouter, et on va sans doute en parler encore un petit peu tout à l'heure, qu'un pouvoir dit féminin n'est pas forcément féministe, et donc il faut bien sûr apporter ces valeurs féministes et les avoir à l'esprit dans le développement de toutes les politiques publiques. C'est ce qu'on appelle le gender mainstreaming, et c'est ce qu'on s'applique à faire avec la maire de Strasbourg pour faire de Strasbourg une ville féministe. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Guédard. Faire de Strasbourg une ville féministe. Continuer dans les discours d'ouverture, nous accueillons la très vénérable Madame Paulette Missambo, qui est représentante de la première dame du Gabon, présidente du Sénat de la République du Gabon. Elle occupe le poste de présidente du Sénat de la République du Gabon et agit en tant que représentante de la première dame et joue aussi un rôle crucial dans la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres, tout en contribuant au développement politique et social du Gabon. Madame la vice-présidente de la région Grand Est, Mesdames les présidentes d'institutions venues d'Afrique, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, il me plaît de prendre la parole ce jour devant cette auguste assemblée féminine, principalement, à l'occasion de l'organisation du Forum universel sur le leadership féminin, au nom de Madame Zita Olivier Guéma, première dame du Gabon, empêchée. Compte tenu de l'importance du thème inscrit à l'ordre du jour de nos travaux, elle a dépêché une importante délégation représentative des principales forces féminines dans tous les compartiments de la société gabonaise. Nous avons avec nous une ministre qui était là hier, qui est intervenue, 2 femmes parlementaires, 4 femmes représentantes de la société civile, dont la présidente de la fondation Ma Bannière et Madame la première dame, dont Madame la première dame est la fondatrice. Cela traduit l'estime et le respect de cette assemblée de femmes. Et je voudrais tout d'abord adresser mes félicitations à toutes les femmes européennes qui ont été élues récemment au Parlement comme députées. C'est important et ce n'est pas donné à tout le monde. Je voudrais aussi souligner que le Forum universel féminin qui nous réunit ce jour est un moment crucial pour le devenir de nos sociétés. Le thème que je rappelle, l'émergence politique et l'impact économique, les actes de tous les principes du leadership féminin dans un monde en mutation, dévoile les ambitions de l'humanité dans son processus d'amélioration tant des conditions de vie que d'épanouissement des femmes, que de notre vivre ensemble dans ce village planétaire. C'est une étape exceptionnelle qui nous donne la possibilité d'évaluer le chemin parcouru, connaître et identifier les grands défis qui nous restent à relever pour atteindre l'inclusion totale des femmes dans le progrès de l'humanité. Je viens donc du Gabon, un pays de l'Afrique centrale, caractérisé par une population dans laquelle les femmes représentent 52%, et où la scolarité est obligatoire depuis 1966, mais qui enregistre une forte déperdition scolaire du fait des grossesses précoces d'adolescentes et de la pauvreté des femmes. Je me dois de souligner que la lutte des femmes gabonaises et la volonté politique des gouvernements successifs ont permis au Gabon de ratifier plusieurs conventions favorables aux droits des femmes. C'est notamment le cas de la Convention des droits politiques de 1954,
l'information sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la déclaration solennelle sur l'égalité du genre en Afrique. Au niveau national, des femmes inspirantes ont été élevées aux hautes fonctions, par exemple le chef d'État par intérim, et je citerai Feu Francine Robobert, qui a été chef d'État par intérim, au rang de vice-président de la République, de présidente du Sénat et de ministre d'État. Au plan économique, malheureusement, la pauvreté frappe plus les femmes que les hommes. Néanmoins, 41% des femmes participent à l'activité économique, 2 femmes sur 5 travaillent dans l'agriculture, l'administration, le commerce et les services. Au Parlement, la représentation des femmes est faible, 20% au Sénat, 27% à l'Assemblée nationale et 16% au gouvernement. Ces chiffres révèlent que la loi qui a été votée et qui apporte 30% de représentation aux femmes et aux jeunes dans les instances de décision n'est pas du tout respectée. Ce tableau contrasté amène les femmes à demander à aller plus loin et elles réclament désormais la parité. Les principaux obstacles qui entravent l'émergence des femmes sont essentiellement le décrochage scolaire. En effet, plus la femme est formée, plus elle est en capacité de connaître ses droits et de les revendiquer. La discrimination au sein des partis politiques, je suis président d'un parti politique, mais l'idéal c'est de faire en sorte qu'au sein des partis, la parité soit de mise, et pour cela, il faut qu'il y ait un système de formation, de sensibilisation des femmes pour les encourager à prendre des responsabilités au sein d'un parti politique. Parce que souvent, nous nous heurtons aussi au manque de volonté des femmes elles-mêmes, qui considèrent que la politique est rude et qu'il est difficile d'allier politique et vie familiale. Et c'est vrai. Donc, il y a nécessité pour nous d'organiser des formations à la citoyenneté, à l'entrepreneuriat et à la culture de la paix, afin de promouvoir le vivre ensemble et de promouvoir la transmission intergénérationnelle qui est, j'allais dire, une des règles de transmission en Afrique. Et de promouvoir le réseautage. Et ici, les femmes leaders que nous sommes, nous devions pouvoir le faire avec les générations futures. De même, il serait souhaitable d'organiser des séminaires de renforcement des capacités en leadership féminin et d'échange de bons procédés, des réussites entre mouvements de femmes interpays, afin de créer des synergies positives au niveau mondial. C'est tout le sens de ce forum qui, de mon point de vue, devrait être pérennisé avec une fréquence d'1 an à 2 ans, par exemple. Mesdames et messieurs, je ne pourrais ne pas vous informer que le Gabon a connu un changement de régime depuis le janvier 2023. Ce que nous appelons chez nous le coup de libération par une prise de pouvoir par les militaires et sans effusion de sang. Depuis lors, c'est la liberté retrouvée et nous vivons une transition avec des institutions dirigées par des civils, c'est mon cas. La transition se terminera dans environ 2 ans avec l'adoption d'une nouvelle constitution que nous voulons démocratique et l'organisation d'élections générales. Un dialogue national venait d'être organisé du 1er au 30 avril dernier pour recueillir les attentes des populations en matière de démocratie et de bonne gouvernance. C'est cela qui a fait l'échec du régime déchu. C'est donc dans ce contexte que naît la fondation Ma Bannière, à l'initiative de la première dame du Gabon, Madame Zita Oligui-Nguema, qui a comme objectif principal l'appui à la formation et à la réinsertion sociale des jeunes femmes incarcérées, des jeunes femmes démunies, des jeunes de façon générale en situation d'échec et de détresse. Sur un autre plan, la situation mondiale caractérisée par la résurgence des conflits armés, le terrorisme, les changements climatiques mettent non seulement en danger la planète,
mais fragilise très fortement la situation des femmes et des enfants. Et cela nous interpelle. C'est pour cela que je souhaite ardemment que ce forum parvienne à la recommandation de la création d'une instance onusienne pour la promotion du leadership féminin en partenariat bien sûr avec des hommes convaincus de la complémentarité nécessaire hommes-femmes pour la cohésion et le progrès de l'humanité. La solidarité féminine retrouvée pour la promotion d'un monde juste et égalitaire. Je souhaite plein succès à nos travaux et comme l'a souhaité le président du système européen, que ce forum soit véritablement un succès. Je vous remercie. Tout est dit. Pour continuer, nous accueillons Madame Nadège Orlet. Vice-présidente de la région Grand Est, diplômée en études territoriales à l'Université de Strasbourg. Elle a commencé sa carrière à Célestat, puis au département du Haut-Rhin, élue conseillère municipale en 2014. Elle devient en 2016 collaboratrice du groupe de la majorité au conseil départemental. Et en 2020, elle est nommée adjointe au maire de Célestat, attachée parlementaire et vice-présidente de la région Grand Est en 2020. La locale de l'État, en tous les cas, c'est une immense fierté et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du forum universel du leadership féminin. Nous avons l'honneur de nous rassembler dans ce lieu emblématique, le Parlement européen à Strasbourg, un symbole puissant de démocratie, d'unité et de paix. Et c'est particulièrement symbolique que ce forum se fasse dans cette institution. Permettez-moi de rendre hommage à deux figures inspirantes qui ont marqué l'histoire de cet hémicycle et qui sont un exemple de leadership féminin. Simone Veil, première femme présidente du Parlement européen, figure emblématique de la défense des droits des femmes, et Louise Weiss, députée européenne, alsacienne, c'est aussi pour ça que je la cite, qui s'est engagée toute sa vie pour l'émancipation de la femme. Les femmes leaders, qu'elles soient dans les affaires, la politique, la science, l'art ou le sport, incarnent la résilience, la force et la bienveillance. Le leadership féminin a parcouru un long chemin, et chaque pas que nous faisons ensemble renforce notre conviction que le potentiel des femmes est illimité. Malgré les avancées significatives, de nombreux défis subsistent. C'est pourquoi ce forum est crucial, car il nous offre une opportunité de partager nos expériences, d'échanger des idées novatrices et de renforcer notre détermination collective à briser ces barrières. La thématique retenue pour ce forum nous invite à réfléchir sur au moins deux dimensions essentielles de notre avenir collectif. Premièrement, l'émergence des femmes en politique. Je suis bien placée pour vous en parler. Les femmes ont souvent un fort sens de la communauté et de la solidarité. Elles sont enclines à soutenir des initiatives qui favorisent le bien-être et le bien commun. Elles ont tendance à développer et à adopter un style de leadership inclusif et participatif, favorisant le consensus, l'adhésion et la stabilité. En soutenant les femmes dans leur ascension politique, nous contribuons à façonner des politiques publiques qui reflètent réellement les besoins et les attentes de nos populations, et une société en bonne santé qui s'épanouit est une société qui permet à son pays d'être plus performant et plus compétitif dans tous les domaines. Ce qui m'amène au deuxième point, l'impact économique du leadership féminin. Les entreprises dirigées par des femmes ont souvent démontré une meilleure performance et une plus grande résilience face aux crises. Leur approche innovante et leur capacité à favoriser un environnement de travail collaboratif
et inclusif sont des atouts majeurs dans un monde en constante évolution. C'est en exploitant pleinement le potentiel économique des femmes que le monde pourra bénéficier, et son économie pourra bénéficier, d'une croissance plus rapide, plus inclusive et plus durable. Nous devons prouver que le leadership féminin n'est pas une exception mais une norme, et que la diversité dans le leadership est une source inépuisable de force et d'innovation. À la région Grand Est, nous considérons que cet enjeu doit être traité à tous les niveaux. Et en signant la Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale en 2017, la région s'est engagée à agir contre les inégalités entre les femmes et les hommes, à travers une politique volontariste et la mise en œuvre d'actions concrètes. Nous avons mis en place un plan régional pour l'égalité avec notamment le programme Exos en Grand Est, le Challenge Innovatech, le programme Les filles oser l'industrie ou encore la promotion du métier d'ingénieur scientifique. Il y a encore d'autres actions que nous menons que je pourrais peut-être développer un petit peu plus tard lors de la table ronde. Et je tiens d'ailleurs à saluer, ça c'est aussi important que nous le fassions entre nous, saluer le travail de ma collègue Sylvie Dalbert, qui est conseillère régionale chargée de l'égalité femmes-hommes à la région Grand Est et qui s'investit avec beaucoup de conviction et de détermination, et je dirais même avec leadership. Je voulais terminer mon propos en soulignant un point important, celui du mentorat. Le rôle des hommes est crucial pour accompagner le changement et la transformation de nos sociétés et surtout les mentalités. Le soutien mutuel aussi. Chaque femme qui parvient au sommet porte la responsabilité d'aider celles qui suivent. Le leadership ne se limite pas à diriger, il s'agit d'inspirer, d'élever et de transformer les vies autour de nous. Et pour toutes les jeunes femmes qui m'écoutent aujourd'hui, vous êtes l'avenir et vous serez toujours soutenues. Alors osez et continuez de faire en sorte que le leadership féminin influe sur le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce qu'on peut retenir, c'est que rappeler que les entreprises où les femmes dirigent se portent mieux. Donc, c'est ce qui reste à faire les hommes. Et nous, les femmes, il faut oser en tout cas, aller prendre les postes les plus hauts. Avant de poursuivre, je voudrais rappeler que pour nos chers invités, nos honorables, merci de rester après les discours d'ouverture, parce que nous souhaitons rappeler le groupe artistique marocain qui n'a pas eu le temps. Ça, c'est vraiment des problèmes logistiques. Ça arrive dans cette direct. Donc, nous vous prions de rester pour les découvrir. Merci beaucoup. Dans la suite, je souhaite donc appeler la très honorable Madame Benori Chinouna, présidente du Sénat du Zimbabwe. Nouvelle génération de leaders politiques au Zimbabwe. I just want to congratulate Mr. Gabriel for organizing this and also
is an honor to have been afforded the opportunity to add my voice to discuss on women's leadership in the context of political emergencies in a changing world. Women leadership has become increasingly imperative because of political emergencies and uncertainties at the global and national level due to threats to democracy, epidemics, and natural disasters. The transformative leadership of women brings unique perspectives to crisis management, including prioritizing inclusivity, diversity, empathy, and compassion. It ensures that all voices are heard and represented in decision-making processes. Informed by this reality, the Zimbabwean government has, through the National Development Strategy 2021 to 2025 Economic Blueprint, accorded top priority to gender mainstreaming. The intention is to ensure the removal of all barriers to women participation in the political, social, and economic spheres. Additionally, the national gender policy, which is currently being reviewed, also provides a framework and guidelines for women participation and leadership in different sectors of this economy and society in general. Zimbabwe's cognizant of the importance of women leadership in politics, government work, and emergencies, as required by the Zimbabwean Constitution, which provides for the right of women to participate in the management of public affairs. To that effect, Section 17 of the Constitution empowers women to participate in politics at decision-making level, stipulating that the state must ensure that women constitute at least half of the membership of all independent commissions and other appointed government bodies. This provision ensures that women can participate in crisis management, including in independent investigations, fact-finding missions, restorative justice, and in confidence restoration in post-conflict situations. It is instructive to note that women constitute 50% of the membership of the Zimbabwe Human Rights Commission, 44% in the National Peace and Reconciliation. In all other commissions, the women should have more than 50%. For further buttress the role of women in promoting inclusive and diversified policies and the reduction of inequalities, Section 8 of the Constitution explicitly provides that every woman has full and equal dignity of the persons with men, and this includes equal opportunities in political activities. The participation of women in politics is further promoted through Section 124 of the Constitution, which provides for a woman's quota in the form of 60 reserved seats for women. They are allocated to each political party based on their tally of votes in the National Assembly elections per province. In addition, according to Constitutional Amendment number 2 of 2022, at least 30% of the total membership of the all local authorities must be women. Economic and financial inclusion remains a key priority of the government of Zimbabwe, aimed at promoting sustainable livelihoods, creating wealth and employment, and facilitating gender equality in line with the vision of becoming an upper middle income economy by 2030. Government has also put in place the Zimbabwe National Financial Inclusion Strategy, which spans 2 phases. The first from 2016 to 2020 and the second 2021 to 2025. The strategy aims to enhance financial inclusion by addressing barriers impeding the participation of women in the financial sector. Government also established the Zimbabwe Women's Microfinance Bank, which is dedicated to empowering women through easy access to loans. Zimbabwe has
ratify various regional and international treaties and protocols relating to the rights of women, including CEDAW and SADC Protocol on Gender and Development, by empowering women politically, socially, and economically. We can facilitate sustainable development and a brighter future for all. If you can keep this forum moving and together, we will have to achieve this. I thank you. Excusez-moi. Désolée. Donc, son excellente Madame Cordia Kamesoko Camara, présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Elle est la première femme à diriger cette institution parlementaire. Elle était la première femme ministre de la Culture de Côte d'Ivoire et ministre des Affaires étrangères en 2021. Et par ailleurs, c'est une ancienne joueuse de handball qui a remporté 6 titres de championne en Côte d'Ivoire. C'est bien noté, on me demande d'aller doucement. Madame la très honorable Paulette Missambo, présidente du Sénat du Gabon, représentante de la première dame du Gabon. Madame la très honorable Mabel Memoni Chinomoma, présidente du Sénat du Zimbabwe. Madame Christelle Wider, représentante de la maire de Strasbourg. Madame Annelle, consul général de la République du Kazakhstan à Strasbourg. Madame Carlotta Grady, présidente de l'ONU Femmes France. Madame Nadège Hornbeck, représentante du vice-président de la région Grand Est de France. Monsieur Gabriel Sen, président du système de coopération européen. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est un immense plaisir et un grand privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de ce forum universel du leadership féminin ici à Strasbourg. Permettez-moi d'abord d'adresser mes sincères remerciements aux organisateurs pour m'avoir adressé cette aimable invitation à prendre part à cet important rendez-vous destiné à réfléchir sur l'une des questions contemporaines les plus abordées, aussi bien au niveau des États qu'au niveau des organisations internationales. Je n'ai pas hésité un seul instant à marquer mon accord dans l'optique de partager l'expérience de mon pays, la Côte d'Ivoire. À cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui et pour cause. Depuis de très longues années, je me suis évertué aux côtés de mes sœurs ivoiriennes
à faire la promotion de l'autonomisation de la femme, de sa représentativité dans les sphères de décision administrative et politique, ainsi que de sa protection contre toutes les formes de violence. À ce stade de mon propos, mesdames et messieurs, je voudrais rendre hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En effet, sous son leadership éclairé, la Côte d'Ivoire, mon cher et mon pays, a connu d'importantes avancées en matière de promotion du genre féminin. Les réformes législatives font de mon pays un exemple d'amélioration substantielle des conditions de la femme et de la promotion du leadership féminin. Je le dis ici, le président Alassane Ouattara est le premier leadership de la République de Côte d'Ivoire. Et à la fin de mon intervention, je vous dirai pourquoi. Distingués invités, mesdames et messieurs, le thème qui nous rassemble ce jour, vous l'aurez compris, est pertinent et crucial. Émergence politique et impact économique. Les axes de tous les possibles leadership féminin dans un monde en mutation. Nous vivons une époque de bouleversement profond et de transformation rapide. Les défis auxquels nos sociétés sont confrontées, qu'il s'agisse du changement climatique, des inégalités socio-économiques ou des avancées technologiques, exigent des réponses innovantes et inclusives. Dans ce contexte, le leadership féminin n'est plus seulement une aspiration légitime, mais une nécessité impérieuse. L'émergence politique des femmes est un axe fondamental de cette transformation. Partout dans le monde, les femmes accèdent de plus en plus à des positions de pouvoir et d'influence, brisant ainsi les barrières historiques et culturelles qui les avaient longtemps tenues à l'écart. L'expérience nous enseigne que la participation active des femmes en politique enrichit le débat public et conduit à des décisions plus équilibrées et plus inclusives. Les femmes apportent en effet des perspectives uniques et une sensibilité particulière aux problématiques sociales, économiques et environnementales essentielles pour un développement durable et équitable. Il est donc de notre devoir de créer un environnement propice à leur engagement en éliminant les obstacles structurels et en promouvant une culture de l'égalité et du respect. L'impact économique du leadership féminin constitue un levier de croissance durable. Il est tout aussi déterminant. Les études montrent que les entreprises dirigées par les femmes tendent à être plus performantes, plus résilientes et plus innovantes. De plus, lorsque les femmes participent pleinement à la vie économique, les sociétés prospèrent. L'émancipation économique des femmes entraîne une augmentation de la productivité, une diversification des talents et une réduction des inégalités. Mesdames et messieurs, le leadership féminin est un monde en mutation. Le leadership féminin dans un monde en mutation repose sur plusieurs axes clés. Tout d'abord, il est essentiel de promouvoir l'éducation et la formation des femmes et des filles afin de leur donner les compétences et la confiance nécessaires pour assumer les rôles de leadership.
mettre en place des politiques et des cadres législatifs qui favorisent l'égalité des chances et protègent les droits des femmes. De plus, il est crucial d'encourager les réseaux et les alliances entre femmes leaders, tant au niveau national qu'international. Ces réseaux sont des plateformes puissantes pour l'échange d'idées, le soutien mutuel et la promotion de projets communs. Enfin, nous devons sensibiliser l'ensemble de la société à l'importance du leadership féminin et combattre les stéréotypes et les préjugés qui freinent la progression des femmes. Mesdames et messieurs, le chemin vers l'émergence politique et l'impact économique du leadership féminin est parsemé de défis. Mais il est aussi jalonné d'opportunités extraordinaires. En unissant nos forces et en partageant nos expériences, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir plus inclusif, plus juste et plus prospère pour tous et pour toutes. À présent, comme je l'ai annoncé, je vous parlerai de l'exemple de mon pays, la Côte d'Ivoire. Dès 2015, Son Excellence M. Alassane Ouattara a fait voter une loi rendant l'école obligatoire pour tous les enfants vivant en Côte d'Ivoire. Et cela, certes, au profit de tous les enfants, mais surtout au bénéfice des filles. Parce que lorsque la possibilité ou le choix était laissé aux familles de scolariser leurs enfants, évidemment en Afrique, la priorité était donnée aux petits garçons au détriment de la petite fille. Donc cette loi fait obligation à toutes les familles de scolariser tous les enfants, aussi bien les filles que les garçons. En plus, cela a été accompagné de mesures, parce que demander à des familles de scolariser tous les enfants, il faut bien que cette famille ait les moyens pour la scolarisation de leurs enfants. L'école primaire a été rendue gratuite pour tous les enfants scolarisés. Ce qui, encore une fois, était à l'avantage des petites filles, parce que quand les familles avaient des difficultés pour scolariser tous les enfants, encore une fois, la priorité était accordée aux petits garçons, au détriment de la petite fille qui, elle, un jour, sera amenée à se marier, donc en partie de la famille. En plus de des dizaines de milliers de salles de classe ont été construites pour réduire la distance entre le domicile familial et l'école. Il faut savoir aussi que lorsqu'il n'y a pas d'école dans un village et que les enfants doivent parcourir des kilomètres pour aller à l'école, évidemment, les parents préféraient encore une fois, pour la sécurité de leurs enfants, retenir la petite fille à la maison et laisser le petit garçon faire ses kilomètres parce que lui pouvait se défendre et non la jeune fille. Nous avons aussi développé, et tout à l'heure elle n'a pas dit, j'ai été ministre de l'Éducation nationale pendant plus de 10 ans. Donc nous avons mené ces réformes-là et je sais de quoi je parle. Des centaines de cantines ont été construites. Oui, on dira que c'est pour l'alimentation scolaire de tous les enfants. C'est vrai. Mais encore une fois, après des études, nous avons vu que cela avait un impact réel. Non seulement sur le taux de scolarisation des filles, mais sur leur rendement à l'école. Parce que, surtout
les Africains ici, nous pouvons bien comprendre cela. Lorsqu'il n'y avait pas de cantine et que tous les enfants devaient aller à l'école, évidemment les parents allaient tranquillement vaquer à leurs travaux champêtres. Qui pouvait rester à la maison pour faire à manger? Les enfants qui devaient revenir pendant que maman était au champ. C'était encore une fois la petite fille qui restait, elle, à la maison pour faire les travaux domestiques pendant que le petit garçon partait à l'école. Mais nous avons vu, avec la construction des cantines scolaires, que cela a boosté la scolarisation des filles. Parce que les filles et les garçons pouvaient aller à l'école, y rester entre midi et 2, pendant que les parents étaient au champ et revenaient tous ensemble le soir, lorsque les parents étaient de retour. Il y a eu aussi un modèle que nous avons créé en Côte d'Ivoire, la construction des écoles de proximité, surtout les collèges de proximité. Par le passé, les collèges étaient logés dans les sous-préfectures et non dans les villages. Il y avait beaucoup plus d'écoles primaires. À la fin du cycle primaire, s'il n'y avait pas de tuteur en sous-préfecture, il était difficile pour les enfants de poursuivre leurs études post-primaires. Encore une fois, on laissait partir le petit garçon.